Bonjour. Alors tout d'abord, un immense merci aux 140 premiers abonnés à cette chaîne. C'est un très grand honneur, un immense plaisir de me dire que ce projet fédère autant de monde aussi vite. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des suggestions dans les commentaires, j'y répondrai si possible, et je ferai de mon mieux pour en tenir compte. Le sujet du jour, c'est un héros du quotidien. Un homme capable d'écouter les malheurs d'autrui sans les ramener aux siens, de se réjouir des succès des autres sans les relativiser, d'apporter son aide sans rien attendre en retour, ni en bien, ni en service, ni même en reconnaissance, bref, l'ami que l'on souhaite à son meilleur ami, Joseph Roulin. Avant de se considérer comme un artiste, Van Gogh se considérait comme un artisan, un ouvrier de la peinture. Et en tant que tel, il tenait à maîtriser aussi bien que possible les aspects techniques de son métier, et utiliser dans ce but les meilleurs instruments, les meilleures matières premières et les meilleures méthodes. Alors évidemment, ça représentait un investissement conséquent, mais avec son frère Théo, qui gagnait très bien sa vie et qui connaissait parfaitement le marché de la peinture moderne, il avait échafaudé un projet commercial ambitieux dont l'histoire démontrera qu'il était tout sauf fantaisiste. Ces produits, ces tableaux, étaient destinés au marché de l'art, au plus haut niveau, et devaient par conséquent avoir des qualités physiques compatibles avec une conservation longue et des qualités décoratives compatibles avec les goûts de ses contemporains. Et sa réussite à ce niveau est à ce jour inégalée dans l'histoire de l'humanité, à en juger en tout cas par le nombre de reproductions de ces chefs-d'œuvre que nous retrouvons absolument partout, parfois sur les supports les moins attendus. Dans la logique de cette démarche, les paysages et les natures mortes font sens. Mais les portraits et les autoportraits trouvent plus difficilement leur place. Parce qu'on n'accroche pas volontiers le visage d'un parfait étranger dans son salon, et surtout pas avec des teintes aussi vives ou des expressions pareilles. Pourtant, pour cette pratique, Van Gogh a d'excellentes raisons. Et la première, c'est sa formation continue. Il sait qu'il doit toujours continuer à progresser, et à défaut, au moins, il ne doit pas perdre la souplesse et l'assurance de son coup de pinceau. Et il envisage sa discipline comme le ferait un athlète de haut niveau, qui fait des exercices quotidiens exigeants. Le portrait a cet avantage de le forcer à relever des défis extrêmement difficiles. La représentation de la peau humaine, la carnation, mais aussi la simple ressemblance, l'expressivité, les volumes, l'association d'attributs ou de décors tantôt symboliques, tantôt terre-à-terre. Un autre élément de difficulté, c'est qu'un portrait, c'est la représentation d'une réalité changeante, en mouvement permanent. La lumière ne cesse de bouger et personne n'est immobile, même en posant, et encore moins lorsque il s'agit de modèles qui posent pour la première fois de leur vie. Et puis, il faut que le peintre sache guider l'œil du spectateur d'un endroit du visage à l'autre sans que ces détails ne rentrent en conflit les uns avec les autres. Et tout ça demande de la technique, mais aussi une gestion intelligente du temps. L'observation d'un individu dans la perspective d'en faire d'un tableau, mais la patience du peintre et du modèle à rude épreuve. Il faut faire vite, il faut être juste et précis. Et avoir des qualités relationnelles dont on a souvent pensé qu'elles faisaient défaut à Van Gogh, en se basant sur les témoignages de ceux qui en ont laissé. Mais il faut bien admettre qu'il a réussi à faire poser des gens de tout âge et de tout horizon, ce qui signifie à minima qu'il était tout à fait capable d'inspirer rapidement une grande confiance. La seconde raison de faire du portrait, pour Van Gogh, elle est tout à fait commerciale. Il s'agit encore, dans les années 1880 du 19e siècle, du seul moyen de représenter les gens en couleur. Et Van Gogh détestait cordialement la photographie, qu'il jugeait désespérante avec ce triste noir et blanc. Et il était donc convaincu que le portrait peint avait encore de très beaux jours devant lui. Pour se placer sur ce marché, comme un Rembrandt moderne, il multipliait les exemples pouvant faire la démonstration de sa capacité à faire, en un temps record, des portraits saisissants. Enfin, il veut marquer les esprits pour longtemps, et se distinguer comme un peintre d'exception. Il écrit qu'il aimerait que ses portraits soient comme des apparitions 100 ans après sa mort, ce qui en dit quand même long sur ce qu'il pense de sa peinture, qu'il ne destine donc pas vraiment à être oublié. La question des modèles dans cette perspective était primordiale. Mais les modèles professionnels ne l'intéressaient pas, de par leur côté nécessairement factice. Et les gens rencontrés au hasard, acceptant de prendre le temps de poser pour lui, et qui avaient des têtes intéressantes, étaient rares. Quand il en trouvait, il lui fallait donc convaincre. Mais bon, pour Van Gogh, la difficulté n'a jamais semblé être une invitation à renoncer. Au contraire, il voyait chaque obstacle comme un tremplin et chaque mur comme une occasion de l'abattre. Son séjour à Arles, de février 1888
à mai 1889, où il est arrivé comme un parfait étranger, a ainsi donné lieu à un très très joli lot de portraits. Le sous-lieutenant Millier, le Zouave, Eugène Bock, la Mousmet, Patience Escalier, Félix Ray, Monsieur Ginoux, Madame Ginoux, et bien sûr toute la famille Roulin ont joué le jeu, en échange d'argent, de repas, de boissons, ou tout simplement pour le plaisir de lui rendre service. Et cette galerie à elle seule démonte complètement la légende du peintre maudit et isolé, paria et asocial. Car tous ces portraits sont autant d'histoires humaines, de rencontres. Et celle qui eut lieu avec Joseph Roulin donnera naissance à une magnifique amitié. Le peintre fit la connaissance du facteur au cœur de l'été 1888. Au printemps, Van Gogh avait loué sa fameuse maison jaune, 2 place Lamartine, entre la gare et l'entrée nord de la vieille ville. Le quartier était populaire et caractéristique des abords d'une gare de ville moyenne. Des cafés, quelques hôtels, une maison de tolérance à proximité et une gendarmerie. Et au milieu de tout ça, un grand square et les bords du Rhône à portée de pinceau. Joseph Roulin n'était pas vraiment facteur. En fait, il signait courrier convoyeur dans ses lettres à Vincent et se désignait sous l'appellation entreposeur des postes à d'autres occasions. Il travaillait à la gare, située à proximité, et vivait avec sa femme Augustine et ses 3 enfants, à quelques centaines de mètres plus au nord. Alors il est possible qu'il ait fait la connaissance du peintre en s'occupant des caisses de tableaux à expédier à Paris, mais plus probablement en tant que voisin, qui fréquentait les mêmes cafés, ou les deux. On le devine représenté dans un tableau de Gauguin, et si Gauguin n'était pas vraiment connu pour respecter scrupuleusement ce qu'il voyait, ça donne tout de même une impression valable de ce qui aurait pu être. Le premier portrait de Roulin, réalisé le 31 juillet, est incroyable de vérité. Car Van Gogh ne peint pas simplement Joseph Roulin, il peint un homme qui se demande s'il a bien fait d'accepter de poser et qui est en train de découvrir que ça dure beaucoup plus longtemps qu'il ne le croyait. Le brave homme n'arrive plus à réellement garder la pose, il s'est un peu affaissé, et tout en étant très circonspect sur le résultat, il va poliment au bout de son engagement. On imagine sans peine son soulagement quand Vincent l'a libéré de ses obligations, et peut-être sa consternation à la vue du résultat. Pourquoi le peindre, lui, l'entreposeur des postes? À partir de cette séance de pose, la relation qui naquit entre ces 2 hommes se révéla d'une sincérité absolument désarmante. Les lettres du peintre nous apprennent qu'en échange de ces séances de pose, Roulin n'acceptait pas d'argent, ce qui n'arrangeait d'ailleurs qu'à moitié l'artiste qui lui offrait à boire et à manger à la place, et comme le grand bonhomme avait grand appétit, c'était pas forcément une bonne affaire. Aux yeux de Van Gogh, Roulin ressemblait à Socrate. Il était grand, il avait le visage rond, le nez retroussé, une voix de stentor et des principes. C'était un républicain pur sang, un homme du peuple et un enfant de la nation, infiniment français, typique et entier. Il écrit à Théo « Je ne sais si je pourrais peindre le facteur comme je le sens, cet homme est comme le père Tanguy en tant que révolutionnaire. Probablement il est considéré comme bon républicain parce qu'il déteste cordialement la République de laquelle nous jouissons, et parce qu'en somme, il doute un peu, est un peu désenchanté de l'idée républicaine elle-même. Mais je l'ai vu un jour chanter la Marseillaise, et j'ai pensé voir 89. Non pas l'année prochaine, mais celle d'il y a 99 ans. C'était du Delacroix, du Daumier, du vieux Hollandais tout pur. Leur relation commence donc sous une forme assez contemplative. Van Gogh pense surtout avoir trouvé un bon sujet. Mais au cours des mois qui suivront, une véritable estime mutuelle s'installe, en dépit de leurs incontestables différences. Des différences qui étaient peut-être le secret de leur bonne entente. Il y avait peu de surface de friction entre l'artiste passionné, tout voué à sa peinture, et l'employé des postes, surtout occupé à être un bon père de famille. Ce qui les rapprochait, c'était un goût commun du plaisir simple d'un bon verre d'absinthe en bonne compagnie. Roulin ne tardera pas à lui présenter sa femme, ses 2 fils et son dernier-né, la petite Marcelle. Fin octobre, Paul Gauguin vient rejoindre Van Gogh dans la Maison Jaune. Il intègre son cercle de connaissances et d'amis, fréquente le même bordel et les mêmes cafés. Et fin décembre, Vincent et Gauguin se disputent, Vincent fait une crise de démence et se tranche une oreille. Alors l'affaire fait grand bruit dans le quartier. Gauguin repart illico à Paris, sans prendre congé, et sans même réellement s'inquiéter de ce qu'il adviendra de son ami Vincent, qui est mis au cabanon à l'hospice. Et pendant que les rumeurs circulent et font leur sourd travail de sape, le peintre lutte avec la raison et surprend son entourage en remportant cette bataille. Calmement, il explore la possibilité de retourner à la Maison Jaune avec l'approbation des médecins qui le soignent.
Et il est extrêmement lucide sur ce qui lui est arrivé, même s'il ne se souvient pas des détails. Pendant sa prudente convalescence, son ami Roulin passe des journées entières en sa compagnie. Il l'observe et il le surveille. Il correspond discrètement avec Théo et intercepte même une lettre de Wilhelmine, la petite sœur du peintre, qu'il juge trop émotive pour un Vincent encore trop vulnérable. Et il s'en explique avec une grande élégance auprès d'elle et lui demande de prétendre d'ignorer les détails de la mésaventure de son frère. Mais le 21 janvier, Roulin doit quitter la bonne ville d'Arles pour Marseille, en vue d'un avancement. Vincent en fait le récit à Théo. Un malheur ne vient jamais seul. Hier, Roulin est parti. C'était touchant de le voir avec ses enfants le dernier jour, surtout avec la toute petite, quand il la faisait rire et sauter sur ses genoux et chanter pour elle. Sa voix avait un timbre étrangement pur et ému, où il y avait à la fois pour mon oreille un doux et navré chant de nourrice, et comme un lointain résonnement du clairon de la France de la Révolution. Il n'était pourtant pas triste, au contraire. Il avait mis son uniforme tout neuf, qu'il avait reçu le jour même, et tout le monde lui faisait fête. Durant le premier trimestre de 1889, la réintégration de Van Gogh dans le quartier de la place Lamartine se heurta à la puissance des racontards. Les tensions se firent toujours plus vives, et suite à des accusations de gestes déplacés envers des femmes, une pétition signée par quelques dizaines d'habitants du quartier exigea son internement. Joseph Roulin, de Marseille, ne pouvait plus rien faire pour venir au secours de son ami. Lorsqu'il apprit au mois de mai que Van Gogh avait pris pension à l'asile de Saint-Rémy de Provence, l'entreposeur des postes, dont l'écriture n'était pourtant pas le point fort, rédigea une lettre émouvante pour prendre et donner des nouvelles. Et la conclusion de cette lettre en dit long. Veuillez, monsieur Vincent, recevoir mes salutations ainsi que celles de ma famille, ainsi qu'une caresse de Marcel, qui, grâce à vous, peut faire un bonjour à mon portrait soir et matin, car ils sont suspendus dans l'alcôve où ils couchent. Ils reposent en paix, sous le regard bienveillant de l'épouse et du père. Je vous serre affectueusement les deux mains, votre tout dévoué, Roulin. Courrier convoyeur, rue de Breteuil numéro 57, Marseille. Le bonjour à monsieur votre frère en lui écrivant. Plus tard, Van Gogh lui rendra un hommage puissant dans une lettre à Théo. Roulin, tout en n'étant pas tout à fait assez âgé pour être pour moi comme un père, toutefois, il a pour moi des gravités silencieuses et des tendresses comme serait d'un vieux soldat pour un jeune. Toujours, mais sans une parole, un je ne sais quoi qui paraît vouloir dire « Nous ne savons pas ce qui arrivera demain, mais quoi qu'il en soit, songe à moi ». Et cela fait du bien quand cela vient d'un homme qui n'est ni aigri, ni triste, ni parfait, ni heureux, ni toujours irréprochablement juste, mais si bon enfant, et si sage, et si ému, et si croyant. En janvier 1890, en se préparant à quitter l'asile pour s'installer dans les environs de Paris, l'artiste envoie encore 2 tableaux à son ami. Joseph ne se doutait pas qu'il avait là, avec son portrait et la berceuse, de quoi mettre sa famille à l'abri pour des générations de Roulins à venir, et il finit par les vendre pour des sommes dérisoires. Mais il lui est resté quelque chose de plus précieux. L'honneur immortel d'avoir été le camarade généreux, désintéressé et profondément humain dont Van Gogh avait besoin pendant la période la plus difficile de son existence. Ses portraits en témoignent mieux que 1000 mots. Il est passé en l'espace de 6 mois du statut de sujet républicain à celui de symbole de l'amitié.